Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission des Gardiens de la Terre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Laurent Geller. Merci de revenir sous un autre format, Laurent Geller, parce que je t'ai déjà interviewé il y a quelque temps. Donc Laurent Geller, le cofondateur de Tatoi. Et aujourd'hui, on va aussi principalement parler de la préservation et de la protection des Arhuacos, qui sont, on pourrait dire une ethnie, je ne sais pas si on peut dire ça, mais une population de Colombie. Et on va voir ça ensemble. Alors, bienvenue Laurent, merci d'être là. Merci Ludovic, salut à toi. Est-ce que tu veux te présenter rapidement et puis peut-être présenter aussi Tatoi? Parce que les gens ne connaissent peut-être pas ce que c'est. Oui, avec plaisir. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Laurent, c'est pas une nouveauté, vu que tu as donné mon nom. Je suis spécialisé en kinésiologie, médecine intégrative et médecine ancestrale basée sur les savoirs ancestraux justement de ces communautés indigènes et pas seulement les Arhuacos, mais toutes les communautés indigènes d'Amazonie. J'ai co-créé un centre de médecine, médecine intégrative en Colombie en 2014 avec un laboratoire qui nous permet de développer de merveilleux produits issus de ces savoirs ancestraux, donc la synergie des plantes, les différents processus de fabrication, le mélange, l'interaction, qui viennent en fait de tous ces savoirs et de nos relations qu'on a créées avec ces communautés, avec qui on s'asseye en pleine jungle certaines fois, dans les montagnes avec les Arhuacos. Et donc, on diffuse cette médecine, cette merveilleuse médecine en Europe. Et notre rôle à Tatois, c'est vraiment de faire ce pont entre les savoirs ancestraux des communautés indigènes et une société occidentale avec ses travers, ses difficultés, notamment aujourd'hui en santé mentale, santé émotionnelle, mais pas seulement, parce que on ne peut pas, nous, consommer la médecine comme ces communautés indigènes consomment, de la même manière que nous ne pouvons pas leur imposer notre manière de vivre. Et donc, c'est vraiment notre mission à travers Tato, c'est de faire ce pont et ce lien entre des savoirs à préserver, parce qu'il est question de ça aujourd'hui aussi, c'est vraiment est-ce que ces savoirs sont vraiment en danger ou pas, et comment est-ce qu'on peut les préserver pour s'assurer que ces savoirs millénaires qui sont encore utilisés aujourd'hui depuis plus de 5000, 10 000 ans, qui continuent à fonctionner, nous pouvons nous garantir que les populations futures, nos successeurs, si on peut dire ça comme ça, nos enfants puissent continuer à bénéficier de la merveille, de la magie de la nature. Hmm. Et toi, tu es principalement allé chez les Arhuacos, me semble-t-il. Après, tu disais en Amazonie aussi, dans d'autres, tu as rencontré d'autres, j'ai dit ethnies, alors je ne sais pas si c'est le mot juste, mais Alors, d'autres communautés, j'ai rencontré effectivement au sud, on a les Coleguaje, on a les Toubou, on a les Siona, les Cofan. Les Arhuacos, c'est Sierra Nevada. C'est une des quatre familles qui se trouvent en Sierra Nevada. Donc, on a les Kogi qui sont les plus connus, qui sont les plus exposés à la population. Il y a les Canquamo, les Viva ou Wiva et les Arhuacos qui sont retirés. Donc, c'est vraiment une communauté qui est très difficile d'accès. Et c'est Sierra Nevada, ça va de 2500 à 4000 mètres d'altitude, plus ou moins, les lieux où ils vivent. Et j'y étais dernièrement. C'est une des dernières communautés que j'ai visitées en février l'année passée, effectivement. Il y a déjà presque une année. hmm. Et justement, toutes ces communautés que tu as rencontrées, c'est quoi leur difficulté là? C'est quoi le danger pour elles quand tu vas là-bas? Qu'est-ce qui est le plus flagrant en fait? Alors, le plus flagrant avec toutes ces communautés, elles ont toutes une chose en commun, c'est qu'en fait, chaque communauté est responsable de préserver les savoirs, leurs savoirs ancestraux sur certaines plantes spécifiques. Donc, en fait, une communauté est garante de telle plante, une communauté de telle plante, et donc elle va s'assurer que tous les enfants qu'ils ont sachent auprès de la plante, sachent la cultiver, sachent l'utiliser, sachent en faire des remèdes. Et ce qui est très intéressant, et notamment quand on allait chez les Arhuacos, quand ils parlent, c'est une communauté qui est en danger, et quand ils parlent, ils ne parlent pas d'eux, ils parlent de la nature, ils parlent des savoirs, et en nous faisant bien comprendre que eux, comme nous, on est temporel, donc on a un Hmm. espace-temps réduit, alors que la nature et ses cycles
continue à perdurer et c'est ça vraiment qui les intéresse le plus à préserver. Ce qui est paradoxal, c'est que finalement, c'est ceux qui sont le plus en danger et qui vont avoir une telle humilité qu'ils vont pas parler que d'eux, quoi. Ils parlent pas d'eux qui sont en danger. Limite, ils vont te dire, regarde, la nature, elle est en danger, mais pas nous, quoi. Ça, c'est Exactement. chouette. Oui, une petite anecdote, si je peux en profiter. Donc c'était février, ça devait être le 10-12 février. J'étais dans un des temples retirés où en fait tu as toute une communauté organisée hein, avec des rôles, des fonctions. Et on était avec un des leaders de la communauté qui nous a amenés chez les mamos. Et les mamos, c'est les guides spirituels qui ne parlent pas espagnol d'ailleurs. Et ils nous ont donné accès à leur temple. On a fait un rituel et une cérémonie. Et donc on s'est assis, ils nous ont guidés. Ils nous ont dit, vous allez demander à la nature, à l'univers, à Dieu, en fonction de ce que vous croyez et de votre vision du monde, des choses positives, des éléments transformateurs, des éléments libérateurs. Mais attention, ne le faites pas pour nous, faites-le pour la nature. Donc ne demandez pas pour nous à Roicos ou pour nous, êtres humains, demandez-le pour la nature. Parce que finalement, si moi, je prends, j'ai l'espagnol qui vient, mais si je fais attention au fleuve et je le garde, je le préserve, je suis sûr que à travers ce savoir et à travers cette mise en place des éléments qui permettent de préserver cette eau, les gens qui seront en bas auront une eau propre, que ce soit nos ancêtres, que ce soit nos descendants, que ce soit d'autres populations. Et donc finalement, ce qui est important, c'est de prendre soin des rivières, des montagnes, de l'air, de la terre, plus que de nous. Et donc, nous, on était là, tu sais, le petit blanc qui arrive là-bas, qui se dit, oh là 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 là, on a tellement à apprendre. Hmm. Ouais. Ça résonne ce que tu dis. C'est comme si le fait que tu bénisses le fleuve ou que tu mettes des belles vibrations, quoi qu'il arrive, vu qu'on est tous reliés, tu sais que la personne qui va boire l'eau, qui va se baigner dans 15 jours dans ce fleuve-là, et ben même sans le savoir, elle va peut-être en retirer un bénéfice et que ça va peut-être ouvrir une partie de sa conscience parce que l'énergie qui a été posée là, elle est reliée à plus, quoi. Et de faire les choses au service de plus grand sans se poser la question s'il y a un résultat immédiat, quoi. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que on parle beaucoup de physique quantique, c'est la mode. Mais en fait, les plus grands physiciens quantiques, c'est probablement toutes ces communautés indigènes qui savent ce qu'ils font et qui font des choses qui sont totalement en accord avec les principes même de cette physique, notamment. Hmm. Et donc, tu disais, oui, ils préservent ce savoir, mais concrètement, dans leur quotidien, à ces communautés, qu'est-ce qu'ils vivent en rapport avec, quoi j'allais dire, la déforestation, la, peut-être des mouvements de population qui rentrent sur leur territoire, ou c'est quoi les interactions qui sont là et qui vont mettre ces savoirs en danger? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, une première chose, c'est une prise de conscience que nous pouvons faire aujourd'hui, et notamment à travers la crise que l'on vient de vivre, que l'on ne nommera pas, où on a été restreint dans notre mouvement, où on a été contraint à faire certaines choses. Euh, Ça nous a touchés, ça nous a affectés, ça nous a fait sentir un petit peu comme dans une prison ou inconfortable. Pensez juste à toutes ces communautés indigènes qui sont parquées dans des réserves naturelles. En fait, c'est des prisons dorées où ils sont enfermés à l'intérieur. Ils ont une zone délimitée avec un rayon de mouvement défini. Donc, eux, ils vivent ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on a vécu depuis un moment déjà. Donc déjà là, c'est de se dire, on a réduit leur impact. Il y a des communautés indigènes en Colombie qui sont littéralement parquées dans des grandes villes. À Bogota, ville de 10 millions d'habitants, à Cali, entre 3 millions et 5 millions d'habitants. Donc ça veut dire qu'ils sont coupés de leur zone d'action. Après, au niveau des feux de forêt qu'il y a eu avant cette crise et qu'il a continué à avoir, malgré qu'au niveau de la télévision, on ne publiait plus des choses sur les feux de forêt. Il faut comprendre que derrière ces feux de forêt, il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est tout ce qui est narcotrafic au niveau Amazonie, puisque le fait de déforester, ça nous donne des territoires, on peut construire des laboratoires et faire des choses, des cultures ou autres. Il y a le trafic de bois,
illégale, et il y a l'élevage de bétail intensif. C'est toutes des industries, si on peut les appeler comme ça. J'aime pas trop ce terme, mais bon, on ne s'étalera pas là-dessus, qui bougent énormément d'argent et d'intérêt. Et donc, par intérêt, quand une communauté indigène se trouve dans un endroit qui pourrait rapporter peut-être un peu plus d'argent, ou eh ben, on va essayer de soit la parquer, soit de s'en débarrasser, sans compter de tous les savoirs ancestraux liés aux plantes qu'ils ont. Et aujourd'hui, les savoirs encore plus avec ce qu'on est en train de vivre, ces savoirs millénaires sont précieux et ont démontré et ont montré qu'on peut traiter énormément de choses. De toute façon, tout ce qui vient du chimique ou non provient de la nature. Donc la nature nous fournit vraiment tout ce qu'on a accessible. Et donc par rapport aux Arhuacos, j'ai d'autres cas de figure où il y a par exemple en Amazonie, il y a des eaux qui ont été contaminées, les eaux que les indigènes utilisaient pour boire et pour vivre. Les Arhuacos, ils ont eu une situation un peu compliquée où le gouvernement. Bon, je vais quand même le dire parce que c'est en lien avec un autre projet. Le gouvernement, pas le précédent, celui d'avant, a défini une zone délimitée. C'est un peu le paradoxe, vous verrez, une zone délimitée, donc une réserve naturelle où on a parqué ces communautés, protégées pour eux, mais sans droit d'utilisation. Ça veut dire que les communautés, si elles souhaitent utiliser ces terres, elles doivent les acheter. Bon, déjà, premier paradoxe. Donc c'est là où Tatouan intervient et on les aide à racheter leurs terres en fonction des produits qu'on vend et d'un certain pourcentage. Et le deuxième, c'est que le précédent gouvernement a défini et a mis en place un leader de manière arbitraire, enfin pas tant que ça, mais bon, de manière arbitraire pour les Arhuacos, pour créer une scission à l'intérieur et puis pour pouvoir infiltrer avec des idées et des concepts nouveaux, ce qui permettrait au gouvernement d'exploiter des terres et de convaincre les gens que c'était OK d'exploiter les terres et faire exploitation de mines de charbon, etc. Donc de démonter toute cette nature. Et donc, du coup, ben, forcément, on le sait, depuis la nuit des temps, la division crée l'opportunité pour ceux qui créent la division. Et donc, un peuple divisé ne sera pas aussi fort qu'un peuple uni. Et les Arhuacos, Hmm. ils ont cette force, et toutes les communautés indigènes, c'est d'avoir leur conseil et de prendre les décisions en conseil et de choisir leur peuple, de choisir leurs dirigeants, de choisir leur manière de fonctionner. Et ça a été un petit peu mis à mal ces derniers temps. La très bonne nouvelle que nous avons reçue, donc nous on est allé en février pour intervenir auprès de la presse, des politiques et du gouvernement pour aider à faire bouger les choses. Et la très bonne nouvelle, c'est que depuis un mois, plus ou moins, ils ont été reconnus par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Donc, ce qui leur donne un statut quand même plus protégé, ce qui va obliger les gouvernements à être un petit peu plus attentifs à ce qu'ils font. Hmm. Est-ce que parce qu'en fait, ce que le gouvernement a fait en nommant un leader, moi j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ont fait les Chinois quand ils ont envahi le Tibet, où ils ont dit maintenant, bah tiens, il y a un nouveau Dalai Lama et c'est lui, et il bosse pour nous, quoi. Donc ils ont un peu fait ça donc en Colombie, mais est-ce que les Arhuacos, ce leader autoproclamé par l'État, est-ce qu'ils le suivent, est-ce qu'ils le reconnaissent, est-ce qu'ils lui donnent une certaine considération, ou alors c'est du style, bon, bah toi, t'es la voix du gouvernement intégrée chez nous, mais en fait, on va garder comme on fait d'habitude, quoi. Alors, quand je suis allé en février, ils étaient en plein conflit. Donc, je me rappelle très bien quand on est arrivé, le leader qui s'appelle Seina Winka, son nom indigène, m'a dit bah, vous allez venir chez moi ce soir dormir parce qu'ici je peux vous protéger. Et là, on lui dit mais protéger de quoi? On est en danger, qu'est-ce qui se passe? Et il dit oui, effectivement, il kidnappe. Il y a une faction en fait qui a réussi, qui a suivi ce leader, donc de 300-400 personnes. Le reste, c'est 4000-5000 personnes. Mais cette faction de 200-300 personnes attaque des sites, kidnappe des gens, les torture, les maltraite. Donc il y a de la violence, il y a de la violence qui est faite. Je me rappelle avant les élections, sans accuser personne, puisque il n'y a aucune preuve, il y a des villages entiers qui ont été brûlés. Et c'est déjà très précaire ce qu'ils ont. Donc quand c'est brûlé, ben, ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont plus rien. Et donc
c'est vivre un petit peu avec cette épée de Damoclès, hein. Il y a des gens c'est une région qui est tellement vaste, il y a des gens qui marchent de nuit pour s'assurer que le territoire, il y a pas de mouvement, de faction, de choses. Et c'est sans lampe de poche et sans téléphone, hein, parce qu'il n'y a pas de réseau, il y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité dans ces endroits. Hmm. Donc, Donc, ouais. justement, tu as commencé à en parler un petit peu, justement, Tatois euh, a une initiative, justement, de préservation. Enfin, tu peux peut-être en reparler un petit peu plus pour que ça soit Oui, clair. Parce que moi, je le connais, mais peut-être que les gens qui nous regardent auront envie d'en savoir un peu plus. oui, alors il y a plusieurs initiatives, une qui est plus globale et une avec les Arhuacos. Donc, quand nous, on est allé là-bas, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est qu'ils nous ont tous demandé des soins. Donc, on est parti en traitement avec beaucoup de leaders, beaucoup de mamos qui souffrent de problèmes de santé. Et en fait, ils ont accès à la santé gratuitement, mais c'est des hôpitaux qui sont très précaires. Et en fait, eux n'osent pas se déplacer à ces hôpitaux parce qu'ils sont en dehors du territoire et ils ont peur d'être séquestrés ou retirés de leur environnement. Donc, ils vivent avec cette peur au-dessus d'eux qui est terrible parce qu'on voit des maladies et des pathologies qui sont difficilement prises en charge dans les environnements qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas d'argent, pas de ressources financières et ils ont un accès limité aux plantes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'en fait, euh, pour, allez, on va dire ça comme ça, c'est une manière de se débarrasser de ces savoirs, bah, c'est de s'assurer que les générations futures ne continuent pas et ne perdurent pas dans ces environnements. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, les enfants se font offrir l'université par le gouvernement. Et donc, s'ils sortent du loop, bah, forcément, ils rentrent dans une éducation beaucoup plus orientée cerveau gauche, orientée carrière professionnelle d'un point de vue différent. Et donc, il y a plus de succession, il n'y a plus de savoirs qui sont préservés. Donc, nous, notre idée, on a un projet, on a plusieurs projets avec eux. Le premier, c'est de les aider à racheter leurs terres. Le deuxième, c'est de construire des universités, des sites de temples et de recueillement sur leur terre. Et le troisième, c'est de diffuser en international, à travers des événements, des séminaires, des conférences, leur savoir en les invitant dans des grandes villes, dans des grands pays en Europe, pour qu'ils commencent à diffuser toutes leurs connaissances et que les gens se sensibilisent à tout ça. Donc, c'est notre travail avec les Arhuacos, principalement. Après, je te parlerai de l'autre projet qu'on a au niveau des plantes, mais ça, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. C'est une population parmi d'autres. Euh, Tu pourrais me dire, mais pourquoi eux et pas d'autres? Ben, je ne sais pas. Ça nous a touché plus que d'autres et je pense que c'est très important. Je suis Arhuaco. J'ai été fait membre de la communauté, ça ne se voit pas ici, mais depuis, Hmm. depuis février de l'année passée. Donc, il y a un petit blanc qui est à Roaco et qui peut aller chez eux quand il veut. Je suis parrain d'une petite fille. Ça nous touche parce qu'on les appelle les grands frères et ils ont vraiment ces savoirs. Et si ça se trouve, ils sont sur tu sais, ce serpent de lumière de Drunvalo qui se trouve maintenant plus en Amérique latine. Donc, d'autant plus important au niveau vibratoire et positionnement stratégique. Hmm. Après, je me dis, il faut bien à des moments choisir parce que il y a tellement de communautés aussi indigènes. Là, c'est faire une action concrète pour cette communauté-là, pour au moins préserver celle-là, quoi. Et Oui, après, bah, ce sera peut-être à d'autres d'avoir d'autres envies, d'aller préserver d'autres communautés particulières. Et pour moi, c'est OK, quoi. Enfin, déjà, ouais, respect pour toute l'initiative et la prise de conscience et la préservation, parce que c'est vraiment, comme tu dis, c'est des communautés qui ont des savoirs ancestraux et puis des savoirs très pointus avec des plantes. Comme tu disais, chaque communauté a un lien avec une plante maîtresse particulière, enfin, sûrement différentes plantes, mais est gardienne de quelque chose. Et ben, chaque fois qu'une communauté disparaît, c'est un lien avec une plante qui disparaît, quoi. Donc c'est alors intéressant. oui, Euh, disons que ce savoir ne disparaît pas forcément. Je me rappelle toujours Michael Jackson, qui est une personne qui était très connectée, qui disait, moi, à chaque fois
que je pense à une mélodie ou à quelque chose dans mon sommeil, je me réveille tout de suite pour l'écrire parce que sinon Prince va me le piquer. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces savoirs, ils ne sont pas perdus, mais il va falloir retourner les chercher dans l'éthérique. Et donc, ça demande un effort et un travail que eux ont déjà fait. Parce que Hmm. eux, et d'ailleurs, nous, je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait cette capacité de le faire parce qu'on est déconnecté, notamment à cause des téléphones, des réseaux sociaux, du béton qu'on a dans les villes. C'est tout ça qui nous a déconnectés alors qu'eux ont réussi à faire tout ce travail de connexion parce qu'il y a beaucoup de plantes et de vertus qui ont été trouvées, notamment à travers le sommeil, à travers les rêves, à travers toutes ces connexions qu'eux avaient, parce qu'ils étaient dans des environnements et ils le sont encore dans la nature. Donc effectivement, ça ne serait pas perdu, mais il faudra aller les rechercher. Je ne suis pas sûr qu'ils Hmm. sont capables aujourd'hui. Oui, et puis pour aller rechercher ces savoirs, il faudrait vivre dans leur environnement particulier parce qu'ils sont en lien avec les plantes endémiques de chez eux, quoi. Et Ouais. justement, ce qui me vient avec ce que tu dis là, c'est parce que on va chercher la connexion, enfin là, tu vas chercher la connexion avec des communautés qui ont des savoirs avec ces plantes. Mais des plantes, il y en a partout, sur toute la planète. Et qu'est-ce qui fait que ici, par exemple en Europe, euh, on n'a pas, entre guillemets, bon, je sais, il n'y a plus personne qui vit dans la forêt comme ça chez nous, mais finalement, on pourrait retrouver ce lien avec ces plantes de chez nous. Tu vois, d'avoir une connexion et de se dire d'aller dans la forêt, et d'être enseigné par les rêves. Et qu'est-ce qui manque pour que finalement on puisse faire revivre ça chez nous? Euh, je pense qu'il y a des gens qui vivent encore dans la forêt ou qui vivent encore dans la nature connectée. D'ailleurs, ma première expérience chamanique sans plantes, juste au tambour, je l'ai faite dans la forêt de Marie-Madeleine en France en 2013 avec un Kiro qui vit la plupart de son temps dans une yourte dans la forêt. Et donc, c'est juste retourner à l'extérieur des villes, ressortir des villes, faire ce mouvement migratoire vers la nature et puis commencer à déjà à regarder le ciel, regarder les étoiles, observer la nature, contempler, vraiment contempler comme cet enfant quand il contemple et petit à petit recréer au fur et à mesure cette connexion. Je pense qu'on pourrait le faire tout à fait. Je pense qu'il y a des plantes aussi très puissantes ici. Je pense pas, je sais qu'il y a des plantes très puissantes ici aussi. Il y a eu des savoirs merveilleux. On a fait la chasse aux sorcières, notamment pour des savoirs qui mettaient en péril certains intérêts hein, à l'époque. Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui retournent vers la nature. Donc, ça pourra prendre du temps, ça prendra du temps, mais c'est bien qu'il y ait ces mouvements. Pour autant qu'ils soient respectueux des individus et de la nature. Parce qu'il y a des mouvements aussi qui retournent à la nature, mais qui ne le sont pas forcément. Hmm. Autre débat. Ouais. Euh, Moi, ce qui me venait aussi, moi j'aimerais bien qu'on puisse aborder aussi, parce que toi, tu as une expérience directe voilà, vraiment de la déforestation et du danger qu'il y a surtout en Amérique du Sud, parce que en Amérique du Sud, il y a vraiment toute cette forêt primaire équatoriale qui peut être sur le Brésil, la Colombie, voilà, sur toutes ces parties-là. Et j'aimerais bien avoir toi ton expérience, ton retour d'expérience par rapport à ça et qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu sens avec tout ça, quoi. C'est un sujet qui est très vaste et qui est très intéressant. Si vous pouvez aller voir un personnage qui s'appelle Jean Toddy, qui est merveilleux, il explique un petit peu l'impact que ça a de couper un arbre. Déjà, il explique qu'un arbre, et c'est ça notre travail aussi avec les plantes maîtresses tatouanes, c'est de cueillir des fleurs et de plantes sylvestres, donc de plantes qui ont grandi naturellement. Et quand une plante a grandi naturellement, où il n'y a pas eu l'intervention de l'homme, elle a cette connexion divine, elle a ce savoir que c'est ici que je dois pousser pour donner le meilleur de moi-même. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on coupe un arbre, on ne pourra jamais le remplacer. Parce que nous, êtres humains, on se dit, bon, allez, on va planter, tu sais, toutes ces séries de forêts qui sont plantées par l'être humain, c'est l'intervention de l'homme. Donc, il n'y a plus cette intervention divine. Il n'y a pas le même impact et le même rayonnement. Il y a des études qui démontrent qu'un arbre coupé, qui est remplacé par un autre arbre, n'aura pas le même impact de rayonnement
au niveau de l'environnement autour que si on avait laissé l'arbre. Après, il faut comprendre aussi que une plante, ça vit, un arbre, ça vit. Dans des forêts, il y a des arbres maîtres, il y a des arbres mères. L'arbre mère s'occupe de s'assurer que d'abord les enfants, lorsqu'il y a des pluies, les jeunes arbres, les jeunes plantes aient l'eau, et ensuite les arbres plus résistants. Donc on se dit, mais attends, comment ça? Est-ce que c'est possible? C'est organisé comme ça une forêt? Oui, une forêt, c'est organisé comme ça, à travers notamment les réseaux micellaires. Et donc il y a une intelligence que nous, on ne perçoit pas. Et donc de vouloir jouer au Dieu ou de se dire non, mais c'est bon, c'est juste 10 arbres, c'est juste ça, bah, c'est déjà prendre le pouvoir sur la nature. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que bah, nous, on est invités ici. La Terre, c'est notre hôte, et c'est pas l'inverse. Donc ça veut dire que nous, on va disparaître, la Terre va continuer. C'est comme si, je sais pas, moi, je viens chez toi et puis je commence à bouger tous les meubles et je dis non, ça c'est. Et puis je mets les pieds sur la table et puis non, c'est chez toi. Voilà, bah, la Terre, c'est chez nous. On est invité. Enfin, c'est chez nous, pardon. On est invité. Et donc voilà, c'est cette conscience. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Il y a aussi le fait qu'il faut bien prendre conscience que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'un arbre, ça absorbe du CO2, d'accord? Ça a besoin de CO2 pour vivre, pour respirer, pour expirer de l'oxygène. Et donc, en fait, aujourd'hui, on parle faussement d'une crise, mais on se rend compte que parallèlement, on déforeste. Alors que si on arrêtait de déforester et qu'on préservait ces natures, eh ben, on maintiendrait un niveau équilibré d'homéostasie entre ce que reçoivent les forêts, leur capacité d'absorption et leur capacité de création d'oxygène. Et donc forcément, si on n'a plus de forêt, on n'a plus d'arbres, ben on n'a plus personne qui peut absorber du CO2 pour générer de l'oxygène. Donc, au lieu de s'offusquer, de combattre de fausses causes, prenez conscience que en préservant la nature que vous avez déjà autour de vous, en faisant attention quand vous allez marcher en forêt, de ne pas marcher sur des petites pousses, de ne pas arracher des petits sapins pour les mettre dans un pot et les mettre chez vous, ce genre de choses, bah, vous allez prendre soin de votre forêt localement. Donc, vous allez garantir que vos enfants, plus tard, ils auront des arbres qui ont bien grandi et qui pourront faire ce travail. Et peut-être que je me perds un petit peu dans ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que cette déforestation, elle est réelle. Nous, on a contribué à plusieurs projets à l'époque, notamment d'aider des communautés à planter des arbres qui leur donnent des ressources financières, donc des arbres fruitiers ou des arbres qui nous garantit à nous, population, c'est un peu égocentrique, hein, mais qui nous garantit que ces communautés vont rester en place et ne vont pas accepter à être parquées dans des grandes villes parce qu'économiquement, ça va être plus intéressant. Mais c'est un sujet sans fin et on voit aujourd'hui en Guyane, sauf erreur, il y a un grand projet de barrage hydraulique. Je n'ai pas très bien regardé, ça m'a fait peur, mais au détriment de l'équilibre, au détriment de l'équilibre et pour juste quelques grandes sociétés. Donc on est en train de créer des déséquilibres juste impressionnants et c'est pas juste l'Amazonie. D'accord, en Europe, les forêts sont grandissantes, les forêts sont en santé, mais c'est pas une raison, suivant où on va en Europe, hein, et c'est pas une raison de regarder l'Amazonie et de dire tout repose sur l'Amazonie, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui, hein. On va venir nous sauver et puis tout repose et tout est de la faute d'eux. Non, non, je, j'ai cette responsabilité à l'intérieur de moi de prendre conscience que j'ai un impact sur l'environnement qui m'entoure, par mes gestes, par mes actions. Et c'est pas forcément que les arbres. Hmm. Après, j'ai l'impression que l'Amazonie, c'est, entre guillemets, la forêt symbolique, parce que c'est la forêt primaire sur des milliers et des milliers de kilomètres, sauf que, chose qu'on retrouve plus trop en Europe, peut-être en Russie, des grandes parties comme ça, ou au nord du Canada, ou au Québec, des grandes forêts à perte de vue, mais c'est vrai qu'en Europe, comme ça, on connaît plus trop. Ouais, Et puis, il y a aussi, j'ai l'impression que c'est des forêts primaires, enfin des forêts anciennes. Parce que moi, j'avais vu une fois que, alors je sais pas si c'est vrai, mais que quand on coupe une forêt, enfin si on coupe tout et qu'on replante des arbres avant que le terreau
que la terre soit, enfin que les arbres, les feuilles soient compostées et que le terreau retrouve sa qualité d'origine, il fallait au moins 400 ans. Il faudrait laisser une forêt tranquille 400 ans pour que le sol et la forêt en elle-même puissent revenir à un état originel, quoi. Et ça, c'est vrai qu'en Europe, en France, il n'y a plus de parties comme ça. Les forêts, c'est des forêts domaniales de l'État, elles sont entretenues, il y a des coupes de bois, enfin, c'est une horreur, quoi. Oui, alors peut-être même plus, tu sais, je vais te donner une petite anecdote. Euh, Bon, déjà, avant de donner cette anecdote, la prise de conscience, c'est quand j'achète mon lit, de regarder d'où vient le bois et peut-être privilégier un bois plus local, quelque chose qui ne contribue pas au trafic de bois, ce genre de choses. Mais pour te donner un exemple par rapport à ça, donc imagine juste, moi j'ai un appareil ici, bah, d'ailleurs je l'ai pris ici, je vais te montrer, c'est un appareil qui me permet d'enregistrer le chant des plantes. D'accord? C'est un petit appareil comme Hmm. ça qui me permet en fait d'aller en relation au contact d'une plante, de l'enregistrer, en fait d'utiliser ce champ, cette vibration, cette fréquence pour dynamiser mes os, donc pour programmer mes os, afin que quand elles reçoivent l'information de la plante, elles soient déjà organisées. Donc il y a certaines plantes, il me faut 6 expéditions pour qu'elles chantent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque plante a son caractère. Il y a des plantes qui sont timides, il y a des plantes qui ont un fort caractère, il y a des plantes qui chantent. Ce qui est important, c'est de créer une relation avec elles. Donc, dès le moment que je crée une relation, c'est comme si moi je viens chez toi, tu as des enfants, j'arrive première fois que tes enfants me voient, je leur dis: Ah, les enfants, attendez, tu prends ton téléphone, puis tu dis: Chantez-moi une chanson. Je suis presque sûr qu'ils ne vont pas me chanter une chanson. Ils vont dire: c'est qui ce gars? Je ne le connais même pas. Mais si je viens plusieurs fois, puis je crée une relation avec tes enfants, eh ben, peut-être que là, ils chanteront une chanson. C'est la même chose avec ces forêts et ces arbres. Et, et, euh, et là, j'en viens à mon anecdote. Nous, quand on part en forêt, on part toujours avec les communautés indigènes. Et ce qui est très intéressant, lors de mes dernières expéditions, j'allais avec un chaman qui s'appelle Kassik. On rentre dans la forêt, il y a un arbre maître, on s'assied, on l'embrasse, on lui donne enfin, on demande l'autorisation, et le chaman commence à faire un tour où il sifflote, et c'est très intéressant parce que la nature commence à se réveiller, il y a des bruits, ça commence à devenir très fort, et en fait, on sent les arbres et la nature nous saluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine ce que je fais avec ce chaman, toutes les communautés le font depuis plus de 3000, 5000, 10 000 ans. Donc, elles ont créé des relations avec ces plantes. Elles ont créé tout un rituel de salut, bienvenue et quelque chose d'inclusif. Donc, si on détruit complètement une forêt et on la replante, ben, on repart à zéro, sans toutes ces milliers d'années de rituels et d'habitudes de salut, salut, je suis là. Et donc, ça veut dire que ça a un impact qui est probablement Mhm. irréparable. Probablement. Hmm. Ouais. Enfin, irréparable, il faudra reconstruire, quoi. Ça va prendre 2000 ans, quoi, après. Voilà, exactement. Il Et faudra que des la gens qui forêt, peuvent. il faudra que la forêt, elle repousse déjà, ça va prendre 400 ans, puis après, il faudra refaire le lien avec la forêt, ça va reprendre 400 ans. Voilà, il faut des gens qui sont dans la forêt, qui posent leurs mains sur les arbres, qui communiquent avec eux et qui soient d'accord de vivre dans ces forêts ou d'y passer du temps. Donc, Hmm. ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que toi, aujourd'hui, ou moi, ou des personnes vivant en ville sont prêtes à sacrifier leur confort pour aller faire quelque chose pour le bien de l'humanité? Ouais. Parce que moi, ce que j'entends en plus, que c'est même pas juste, allez, demain, je quitte tout ce que j'ai, je vais me mettre dans une cabane dans la forêt et je vis qu'en relation avec les plantes. Mais en fait, ce qui va créer le lien, c'est qu'il va falloir plusieurs générations comme ça. C'est-à-dire que si même moi, si je le fais et que c'est OK pour moi, je vais avoir un lien avec la plante qui va être comme ça. Mais pour avoir cette qualité de lien avec le monde végétal, les plantes, que les plantes nous enseignent, qu'elles puissent m'enseigner dans les rêves, eh ben, il va être encore plus fort si mes arrière-arrière-petits-enfants continuent cette lignée. Et que finalement, dans le monde dans lequel on est, moi, je vais peut-être faire ça, mais ça va être très, très dur. Enfin, moi, je le sens comme ça, que des générations créent une dynamique. C'est-à-dire qu'aussi bien je vis dans la forêt, puis mes enfants, ils vont me dire, ouais, bah, t'es gentil, mais moi, je veux faire architecte, donc je vais partir à la fac, et puis je vais aller à Lyon ou à Marseille faire mes études, et puis ciao, quoi. C'est pas pour ça ils seront peut-être sûrement contents de revenir dans la cabane dans la forêt, mais en même temps, la lignée de générationnelle pour entretenir ce lien, elle se fera pas, quoi.
Alors que exactement. justement, leur force à ces communautés-là, c'est que ça fait 2000 ans, j'allais dire, enfin, je sais pas combien de générations qui ils entretiennent ce lien-là. Et c'est ça qui fait cette finesse, quoi. Exact. Tout à fait. C'est comme, c'est comme peut-être nous qui conduisons des voitures et sommes capables de changer l'autoradio sans avoir besoin de se concentrer sur l'autoradio et sans avoir besoin de se concentrer sur l'autoroute ou la route. C'est devenu intégré, c'est devenu de la compétence inconsciente. Et eux, ils ont cette compétence inconsciente de relation avec les plantes. Donc, quand ils partent, automatiquement, leur inconscient scanne la nature, crée ces interactions et leurs enfants aussi. Alors que nous, moi, par exemple, j'ai dû apprendre ça, j'ai dû réapprendre ça. Et donc, certaines fois, c'est pas automatique. Certaines fois, il y a un autre automatisme qui me prend et qui m'attire vers quelque chose d'autre. Donc, effectivement, c'est tout un chemin de réapprentissage. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que on a tous ce potentiel. Moi, quand tu me parlais du chaman qui t'accompagne dans la forêt, j'ai eu l'impression, moi, quand je pars en forêt, donc j'habite dans la Drôme, enfin dans l'Ardèche, je suis pas très loin du Vercors, je vais souvent dans des grandes forêts dans le Vercors, et finalement, depuis peut-être 20 ans ou 30 ans, quand je vais dans la forêt, je fais une offrande avant. Tu vois, j'amène des graines ou des choses comme ça. Je prends le temps de dire bonjour à la forêt, je me connecte, je respire la terre et je demande à la forêt de m'accueillir parce que je vais chez elle, quoi, pour, euh, pour pouvoir rencontrer des habitants de la forêt, physique, physique ou non, tu vois. Mais c'était comme si c'était naturel de me dire, bon, ben, je vais toquer à la porte et je vais dire bonjour, mais je rentre pas dans la forêt avec mes gros sabots. Et je me dis finalement, est-ce qu'on n'a pas tous, au fond de soi, on a cette capacité, sauf qu'il faut peut-être juste peut-être une sorte de douceur dans la relation avec le monde vivant autour de nous, quoi. Ouais. Ouais. Oui, alors effectivement, je suis d'accord avec toi. Quand on dit tout est en nous, vraiment tout est en nous, sauf qu'on a mis beaucoup de couches qui nous empêchent de voir ce qui est en nous, qui nous empêchent de connecter à notre intuition ou à tous ces choses qui finalement font bon sens une fois qu'on le fait. Et on se rend compte, ça nous fait du bien. Je vais me balader dans une forêt, je me sens mieux quand je sors de la forêt. C'est pas parce que rationnellement, j'arrive pas à l'expliquer que ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc c'est ça le bon sens aussi, c'est de dire ça me fait du bien. Embrassez tous un arbre, ça vous fera du bien. C'est pas possible que ça ne vous fasse pas du bien. Voilà, expliquez pourquoi ça vous fait du bien. Eh ben, j'arriverai pas à l'expliquer forcément. Donc, est-ce qu'il y a besoin de ça? Tu vois, et ça va dans le sens de ce que tu dis. Mm. C'est vraiment se reconnecter à cet hémisphère droite, à ce ressenti intérieur, à ce petit regarder les choses, percevoir. Donc, chouette. Et diffuser aux gens qu'on connaît pour qu'ils prennent conscience de ça. Ce qui, ce qui me vient quand tu dis ça, d'aller embrasser un arbre, c'est que finalement, prendre conscience que la nature, quelle qu'elle soit, que ce soit végétale, animale, minérale, elle est dans un ensemble, elle est en interconnexion et en intercommunication tout le temps. C'est-à-dire que ça prend et ça donne. Et moi, l'image que j'en avais, c'est le monde dans lequel on est coupé du rythme de la nature. Ça veut dire qu'on est en ville, on n'est pas dans un environnement qui nous redonne. Alors que dans la forêt, finalement, c'est peut-être pour ça on est mieux quand on va dans une forêt, c'est que naturellement, on n'a pas conscience, mais que la nature échange avec nous, peut-être prend nos stress et puis nous ramène nous renvoie des choses qui activent l'ocytocine. Peut-être qu'elle prend certaines vibrations ou certaines ondes, hop, qu'elle les transforme, qu'elle les composte et puis qu'elle nous en envoie d'autres et que ça se fait tellement naturellement que c'est comme si d'aller marcher dans la forêt, ça rééquilibre notre être sur différents plans, physique, émotionnel, mental, énergétique, mais on s'en rend pas compte. Et juste, on se dit, ah bah super, j'ai pris l'air, je suis bien, alors qu'en fait, c'est tout ce travail de la nature d'interconnexion qu'on voit pas, et dès qu'on rentre en ville, où justement c'est plus vivant, enfin, un immeuble, une route en goudron, un bâtiment en béton, ça circule pas, il n'est pas en interconnexion avec nous de la même manière et qui fait qu'en ville, on se vide, on se vide, on se vide et on comprend pas ce qui va pas, quoi. J'avais vraiment cette image qui était là et je me disais, mais c'est une évidence, en fait. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est tellement une évidence que notre société est basée sur un modèle d'expansion continue, alors que c'est pas soutenable. Si on regarde le cycle de la nature, ce que tu viens de décrire, en fait, on devrait avoir des cycles qui soient plus en harmonie avec la nature. Mais on est dans une société où c'est toujours la croissance, c'est plus de production, plus de vente, plus de ci, plus de ça, plus de ça. Donc on a un modèle qui n'est pas soutenable à long terme, on va dire ça comme ça, par rapport à la nature qui nous héberge. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, on est invité, on est de passage. Hmm. Ouais, Ah, effectivement. merci pour toutes ces beaux échanges. Est-ce qu'il y a, tu vois d'autres choses à repartager? Enfin, tu as envie de nous partager de choses auxquelles on n'a pas parlé et qui te semblent justes et intéressantes? Oui, alors tout à l'heure, je te disais, je te parlais d'un autre projet qu'on a. C'est un projet qui est intéressant. C'est d'acquérir des terres en Amazonie et d'y planter des plantes maîtresses et des plantes issues des savoirs ancestraux des communautés indigènes pour avoir cette sécurité, cette garantie de préserver des plantes et de s'assurer qu'elles ne disparaissent pas. Donc ça, c'est un autre projet qu'on a. C'est un projet assez important aussi, qu'on va faire de la main avec une communauté indigène et qui permettra de garantir une préservation. Donc, je dis ça pour donner des idées aussi à d'autres personnes dans d'autres pays, dans d'autres continents. S'ils ont la possibilité de la faire, c'est le patrimoine génétique. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Comme une sorte de, finalement, de bibliothèque végétale. Exactement, ouais. Avec, avec des bibliothécaires, quoi, avec des gens qui seraient garants de ces plantes et garants de cette terre-là pour entretenir ce savoir et le faire vivre. C'est Exactement, ça. totalement, ouais. Ouais. Ok. Et ça, c'est un projet aussi de tatouage ou... Exactement, c'est un projet de tatouage aussi. Donc voilà, je ne sais pas quand on le fera, mais c'est un projet qu'on souhaite réaliser rapidement parce que c'est important. Demain sera toujours demain, donc on essaie de faire en sorte que demain devienne aujourd'hui. Ou alors, j'en profite ici et maintenant, je lance un appel à tous les mécènes qui voudraient financer des projets de préservation du vivant, de préservation du savoir, qui auraient envie de, voilà, pas notamment d'être sur le terrain, mais de donner des moyens. Bah, vous pouvez contacter Laurent et Tatoa avec ces super projets bah, qui font du bien au cœur. Moi, ça, en tout cas, ça me fait du bien d'entendre que des personnes œuvrent au quotidien pour ça, parce que j'ai un peu l'impression que le monde dans lequel on est, il nous envoie toujours le côté négatif, quoi. Ah, on détruit la forêt. Ah oui, on fait ça, il n'y a plus d'ozone. Ok, mais c'est bien de voir l'autre côté, de se dire oui, mais il y a des petits colibris qui œuvrent dans l'autre sens, et donc voilà, moi ça m'a fait du bien en tout cas. Oui, et c'est exactement ça. C'est au lieu de lutter, et c'est peut-être le message qu'on peut passer aujourd'hui à toutes les personnes qui nous écoutent, au lieu de lutter contre un système, au lieu de lutter contre quelqu'un, lutter pour vos idées, lutter pour vos projets. Ça aura beaucoup plus d'impact, ça sera beaucoup plus gratifiant et ça va vraiment être beaucoup plus grand que d'essayer de détruire quelque chose qui ne nous convient pas, en fait. Hmm, ça me... Je fais un petit aparté parce que j'ai écouté enfin, une vidéo de toi dans tout un autre registre et tu parlais de cette anecdote dans un monde du travail où à une époque, tu avais un petit chef un peu difficile enfin, avec toi qui te harcelait et le jour où, au lieu de lutter contre cet état qui t'oppressait, de te dire, bon, allez, à partir d'aujourd'hui, je décide que je vais tous les jours, je vais essayer de voir quelque chose de positif chez cette personne. Et à partir de là, bah, c'est comme si il y a quelque chose qui lâchait à l'intérieur de toi. Et finalement, bah, cette personne, elle commençait à devenir, pas ton pote, mais plus tranquille dans la relation, moins harcelante et tout. Et c'est pour moi ce truc quantique que tu disais au début, de se dire au lieu de lutter contre, je vais lutter pour et je vais donner de l'énergie à cette situation ou à cette personne. Et bizarrement, ça débloque tout. Et me dis, c'est exactement ça, quoi. C'est de pas lutter contre, mais d'agir pour et de faire ces initiatives, quoi, sans s'occuper de.
en prenant conscience qu'il y a un truc qui détruit à côté, mais si moi je mets de l'énergie dans la construction, bah, ça va changer le système, quoi. Exactement. Ça aura beaucoup plus de force et d'impact. Et même 2 minutes par jour, hein, on ne se rend pas compte du pouvoir qu'on a, mais si on prend 2 minutes par jour pour visualiser ce qu'on a envie de voir dans le monde, on va avoir un impact positif sur ce monde. Est-ce que je le vois tout de suite? Non. Mais heureusement, parce que si à chaque fois que je pense à un truc négatif, ça se réalise, bah, probablement on ne serait pas là en train de discuter les deux. Hein. Bon. Donc voilà, c'est le buffer, c'est normal. Il y a un temps entre l'envoi et la réception, en plus des contradictions qu'on envoie, souvent. Hmm. Merci, merci Laurent bah, d'avoir pris ce temps avec moi, avec toutes les personnes qui nous regardent. Merci à toi de ben, d'agir et d'avoir toutes ces initiatives. Et puis ben moi j'ai envie de te dire un truc, continue quoi, parce que t'es à ta place quand tu fais ça quoi. Merci, Ludovic. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous écoutent et merci de m'avoir offert cet espace. C'était avec grand plaisir que j'ai pu Hmm. partager ça avec toi. Donc vous retrouverez en lien de la vidéo comme à chaque fois dans la description bah, le lien pour pouvoir contacter Laurent, le lien de son site de Tatoua, de voilà. Et puis si vous avez envie de le contacter, qu'il y a des choses qui vous ont touché, n'hésitez pas. Je pense qu'il vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous regardent. Merci Laurent. Et puis si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas, likez-les, commentez-les, partagez-les, parlez-en à vos amis. Comme ça, vous pourrez apprendre de nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes qui œuvrent pour le vivant. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine alors. Merci à tout le monde. Bonne Merci. journée. Hein.